Franck Rivière qui a écouté tout cela avec beaucoup d'attention, médecin du travail, chef du département études et assistance médicale à l'INRS depuis le début du mois de juillet. Alors Madame Jussot m'a offert ma première question sur un plateau lorsqu'elle a dit que pour la médecine de ville, il n'y avait souvent pas de lien entre une pathologie et le travail. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec cela et quid de la médecine du travail? Alors, c'est un lien qui est quand même distendu puisque tout passe par le salarié-patient, qui est une seule et même personne. Le médecin du travail voit un salarié, le médecin de ville voit un patient. Et effectivement, le lien entre les deux n'est pas évident. Alors, c'est un lien qui va se rapprocher du fait de la loi de 2021, puisqu'elle a prévu des passerelles pour que finalement, les différents médecins puissent communiquer. Ce n'est pas encore en place, ça va se mettre en place, mais ça va permettre de pouvoir échanger des informations avec l'accord du salarié, bien évidemment, entre les différents médecins qui sont amenés à suivre le patient et donc le salarié. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'un médecin de ville pourrait avoir accès à des données d'exposition ou des substances des risques auxquels le salarié est exposé. Et ça pourrait être justement créer une dynamique dans l'évaluation et dans la prise en charge de pathologies et de dire attention, là ce que vous me présentez, ça a peut-être un lien avec votre travail, retournez voir le médecin du travail et donc une meilleure articulation dans cet univers au service du salarié et du patient, puisque ce n'est qu'une seule et même personne. Le Voilà. médecin du travail, lui, est tout à fait conscient du risque que nous avons développé aujourd'hui? Alors, je pense que, comme ça a été évoqué, il y a des risques qui sont méconnus ou sous-évalués, ou on n'y pense pas systématiquement. Là, on pourrait dire, en résumant, mais vraiment très grossièrement, c'est pas parce que ça ne se voit pas qu'il n'y a pas de risque. La preuve, hein, c'est qu'on fait plein de mesures, plein de choses, et on s'aperçoit qu'il y a des choses, il y a des coves, donc il faut mettre des mesures de prévention en place. Et puis, c'est pas parce que ça sent mauvais que c'est dangereux, ou que ça sent bon que ce n'est pas dangereux. Voilà, donc l'odorat, on a un très bon odorat. Effectivement, on va pouvoir mettre en évidence des choses. On se dit, tiens, là, ça sent bizarre. Oui, ça sent bon, ça sent pas bon, ok. Mais ça va mettre en évidence quelque chose. Mais ça ne veut pas, faut pas le relier, comme ça a été dit plusieurs fois, au danger. Donc, c'est quelque part important pour le médecin du travail de prendre, avec une journée comme celle-ci, en compte un problème qui n'est pas forcément qui n'avait pas été bien médiatisé, on va dire, jusqu'à présent. Là, c'est une très belle médiatisation et ça va permettre à des équipes justement de se saisir du problème où ils se sentaient peut-être un petit peu tout seuls dans leur coin en se disant ah oui, il y a ça. Maintenant, on a vu aussi pour les profils pour les différents commerces qui existent. Donc, voilà, on va pouvoir rechercher des choses bien plus ciblées et tant l'entreprise que le salarié vont pouvoir être plus au courant de ce à quoi auquel ils s'exposent également. Donc une meilleure connaissance pour eux. Alors Franck Rivière, je vais me permettre d'insister parce que je ne voudrais Oui. pas que le message passe mal aujourd'hui. On a vu que les VLEP étaient basses le plus souvent, donc ça c'est plutôt rassurant. On a vu que l'odeur n'était pas forcément un indicateur de dangerosité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne faut rien faire? Non, il ne faut pas rien faire, ça a été déjà dit. Le but, c'est toujours d'améliorer. Voilà. Être en dessous des VLEP, comme ça a été dit, c'est une obligation. La VLEP, c'est un indicateur qui est là pour dire voilà ce qu'il ne faut vraiment pas dépasser. Mais quand on est en dessous, on va dire oui, c'est bien, mais il faut faire quelque chose aussi. Il faut mettre en place les mesures organisationnelles de prévention, il faut mettre en place les ventilations, ça a été largement exposé aussi. Il faut donc évaluer les risques. Dans les entreprises, l'évaluation du risque passe par un document qui s'appelle le DUERP. Donc ça, c'est important de le signifier, qui doit être normalement connu de tout le monde dans l'entreprise. Et quand on a fait une évaluation, eh bien, on va se reposer, c'est le principe de la roue de la prévention, on va se reposer les questions pour se dire, et maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour encore améliorer et abaisser les expositions? Tendre vers zéro, c'est bien, c'est compliqué, ça a été dit, mais ça reste quand même un objectif vers lequel on doit tendre.
Et que le Voilà. salarié soit informé. Informé et parfaitement au courant. Si le salarié est informé, dans ce cas-là, tout ce qui est équipe pluridisciplinaire, pas que le médecin du travail, mais qui travaille au sein de l'équipe pluridisciplinaire, aura également cette information et tout le monde pourra travailler dans ce sens-là et avec une excellente évaluation parce que l'état de santé du salarié, le but c'est d'éviter son altération du fait des expositions et c'est effectivement d'éviter le terme qui a été cité tout à l'heure par madame qu'on voit dans la présentation, c'est d'éviter une inaptitude. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important aussi. Une dernière question sur la phosphine, parce qu'on l'a beaucoup évoqué, en particulier dans les containers. Vous avez travaillé sur la fiche toxicologique. Oui, la fiche toxicologique sur la phosphine a été remise à jour à l'INRS au mois d'août 2023, donc très récemment. Elle est disponible sur le site. Il faut aller la chercher, fiche toxicologique, format phosphine, et puis on la trouve. Voilà. Un dernier message à faire passer aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à Franck Rivière, donc, qui arrive 3 juillet, médecin du travail, chef du département études et assistance médicale à l'INRS ici à Paris. Alors, je me remets sur l'onglet chat parce qu'il y a de nombreuses questions qui sont arrivées. Je vais prendre la première, celle d'Ekouelia Fanou. Est-ce que tous les COV, tous les COV sont dangereux et cancérogènes? Qui veut répondre? Est-ce que notre médecin du travail veut répondre? Alors non, non. Mais une partie sont connus comme étant cancérogènes, d'autres on va dire, ne sont pas connus comme étant cancérogènes ou ayant des effets cancérogènes ou reprotoxiques. Et certains sont pas classés. Voilà. Donc pas tous dangereux, pas tous cancérogènes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont ni dangereux ni cancérogènes. Exactement. Voilà. Question de Clémence Andrieux. On va retourner dans les magasins de sport, décidément, ça nous a beaucoup occupé aujourd'hui. Comment expliquez-vous la présence de diméthylformamide dans les magasins d'articles de sport? Est-il utilisé dans les produits, dans les emballages? Qui a parlé du... C'est moi. C'était vous, madame. Il y a une grande chance que ce soit vous, effectivement. Non, effectivement. Pour avoir cherché, c'était plus pour le traitement, il me semble, de mémoire, pour les traitements qui rendaient étanches. Donc tout ce qui est les vêtements, les chaussures, les kawés, les tentes. Mais ça mériterait d'être vérifié. Mais il me semble que quand on l'a détecté, effectivement, on l'a trouvé plutôt dans l'environnement d'articles de sport. On avait fait un peu de biblio pour comprendre d'où on le trouvait et c'était voilà. Alors, question de Virginie Urbaniak-Martigne. Est-ce que des mesures de contrôle ont été réalisées après l'installation de ventilation dans ces enseignes? Alors, après, moi, j'ai changé de secteur, donc c'est vrai que je ne pourrais pas avoir l'historique. Ouais. Mais effectivement, de toute façon, il y a des obligations de vérification réglementaire, donc tous les ans pour les ventilations, et s'il est recyclé tous les 6 mois. Donc, a priori, ça a dû être mis en place. Je crois que la question est pour vous, Romain Guichard. Question de Pascal Rouge. Est-ce qu'il existe une explication pour l'augmentation de formaldéhyde avec le niveau d'aération? Alors oui, il y a une explication. On a essayé de creuser vraiment ce sujet avec un doctorant qui a travaillé à l'IMT Lille-Douai. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on renouvelle l'air, en fait, on crée un gradient, une différence de concentration entre la concentration en formaldéhyde qui est présente dans le matériau et celle qui est dans l'air. Et en fait, quand on augmente cette différence, ça va avoir tendance à faire passer le formaldéhyde du matériau à l'air. Donc c'est pour cette raison que le taux d'émission augmente du formaldéhyde avec le taux de renouvellement d'air. Donc on a publié un article scientifique en anglais sur ce sujet-là en particulier. Et l'impact que ça a, c'est que quand on renouvelle l'air, uniquement pour le formaldéhyde, c'est un comportement qui est singulier pour ce composé-là, les concentrations diminuent moins que ce qu'on aurait pu attendre initialement en renouvelant l'air. Par contre, ce n'est pas du tout le cas, ce comportement, pour l'ensemble des autres composés qu'on a investigués. Madame Jussaume, Madame Cutek, est-ce que les magasins, les entreprises dans lesquelles vous êtes intervenus ont été surpris de votre démarche? On a bien vu, Madame Jussaume, que vous avez été surprise. Oui. En prenant connaissance du sujet. Est-ce que les chefs d'entreprise, les salariés ont été surpris de vous voir arriver sur ce thème? Oui.
Moi, je dirais oui, c'est moi qui ai pris contact avec des adhérents de notre service et des magasins que je connaissais et que je suivais personnellement avec le médecin. Alors, je ne vous cacherai pas que j'ai pris contact plutôt avec des dirigeants, des managers avec qui j'avais quand même déjà un peu de contact et tissé un petit peu un lien. Tout le monde a été surpris parce que même lorsqu'on pose la question aux salariés, est-ce que vous pensez être en contact avec des produits chimiques, ils vous disent, ben non. Moi, je vends des chaussures et des vêtements, je ne touche pas de produits chimiques. Les managers non plus, ils ne voyaient pas du tout l'intérêt au départ. Après, il a fallu travailler sur la communication, revenir souvent, un premier contact, un mail, parler surtout que c'était une évaluation et non pas un contrôle, que ça allait les aider à faire leur évaluation du risque chimique parce qu'on leur communiquerait les résultats. Mais qu'on n'était pas des contrôleurs, nous n'étions pas l'inspection du travail. On était juste on n'en là. sort pas, hein, Madame Bougie, pardon. Voilà, donc voilà, que j'étais moi-même en formation, que je m'intéressais au sujet et que je trouvais intéressant d'aller creuser un petit peu la question pour avoir des réponses et que je leur donnerais la réponse. Et du coup, là, ça les a un petit peu intéressés, ça les a un peu rassurés, mais il y a quand même certains magasins qui ont mis plus de 3 mois pour me donner leur accord. Parce que des enseignes nationales ont contacté des sièges, ont attendu d'avoir des autorisations. C'était compliqué, mais ça s'est fait. Et par contre, et je les remercie, du moment qu'ils ont accepté, ils nous ont donné accès à tout. Hein, Céline, on a pu passer partout, regarder partout. On a eu... voilà. On a pu aller mesurer partout et tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu rien de caché. Romain Guichard, petit complément d'information sur la question formaldéhyde qui vient d'arriver. Donc quelle prévention pour le formaldéhyde? Bah oui, c'est la suite de la question. Oui. Alors, bien sûr, renouveler l'air, c'est jamais négatif, donc ça ne va pas faire augmenter les concentrations en formaldéhyde, donc on peut maintenir la ventilation. Par contre, ça va être, comme je l'ai montré, c'est sur les températures où on peut agir. Parce que là, il y a un impact très important de la température sur l'émission de formaldéhyde. Donc on va essayer de chercher à travailler avec la température la plus basse possible dans le local de travail. Alors une dernière question peut-être pour Franck Rivière parce qu'il y a une inquiétude, donc je pose la question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais c'est Claudie Monceau qui nous dit: que doit-on rechercher dans les analyses de sang pour savoir s'il y a des traces plusieurs années après une intoxication au bromure de méthyle, puis possible au benzène? Docteur. Alors, sur les expositions chroniques, notamment au benzène, donc, qui va être ensuite produire des HAP, on a des marqueurs qui vont pouvoir être utilisés. Mais c'est déjà, avant d'aller rechercher par des analyses sanguines, c'est toujours pareil, c'est de faire l'évaluation des risques, de voir les situations d'exposition, la manipulation des produits qui vont avoir pu produire ce benzène ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui vont sortir. Et après, on pourra faire des dosages de ces hydrocarbures ou de certains marqueurs d'effet précoces. Voilà. Mais le plus simple, c'est encore les hydrocarbures. Franck Rivière, merci beaucoup. Merci à Valérie Jussaume et à Céline Cutec. Merci beaucoup à Romain Guichard de l'INRS. Merci à l'Inspection du Travail qui fait de la prévention également, Catherine Bougie. Et grand merci à Laurence Robert qui a été le pilote de cette journée.